Merci ma chère Cathy. Bien, mesdames et messieurs, chers étudiants, nous reprenons donc nos travaux en abordant, comme l'a annoncé Cathy Pomard, les vulnérabilités économiques et sociales qui, loin des personnes vulnérables traditionnelles, les enfants, les incapables, les femmes, les détenus, affectent ce que l'on peut nommer les nouveaux faibles, les personnes démunies à faibles ressources, les chômeurs, les étudiants, les sans-abri, les mal logés, les sans-dents, comme les appelait qui vous savez, en un mot, les exclus ou menacés d'exclusion. Mais les personnes économiquement et ou socialement vulnérables débordent, à mon sens, largement ce cercle déjà large, hélas, des personnes en risque d'exclusion ou en situation d'exclusion. À bien y regarder, en effet, l'exclusion dont ces personnes sont victimes se traduit au plan juridique par une extrême fragilité dans la conclusion et dans l'exécution de certains contrats essentiels pour la vie, le contrat de travail, le contrat de crédit, le bail d'habitation, l'assurance, même la vente. Autant de contrats auxquels ces personnes ont difficilement accès ou à des conditions désavantageuses ou dangereuses pour elles. Autrement dit, leur vulnérabilité économique ou sociale se propage dans des liens contractuels qu'elles ne parviennent pas à tisser ou desquels, une fois liées, elles ne parviennent plus à s'extirper. Or, en retour, le droit des contrats, car c'est de cela dont je vais vous parler pour commencer, le droit des contrats contient tout un panel de dispositions destinées à protéger les contractants en situation de faiblesse, de vulnérabilité, et dont les destinataires ne se limitent pas aux personnes exclues ou en risque d'exclusion. De manière générale, le contractant faible est un contractant vulnérable que le droit protège. Et ce sont ces mesures liant le droit des contrats et les vulnérabilités économiques et sociales en particulier que je voudrais vous faire découvrir en quelques minutes. En quelques minutes, le timing initialement prévu est d'une dizaine de minutes par intervenant. Je le signale dès maintenant. Nous avons un tout petit peu d'avance, ce qui permet de déborder un tout petit peu, mais enfin, c'est un tout petit peu. Et je me l'adresse à moi-même d'abord parce que j'ai l'habitude de déborder. Alors, la vulnérabilité du contractant se présente sous un jour différent selon que l'on envisage cette vulnérabilité au stade de la formation du contrat, au moment où il donne son consentement ou au stade de l'exécution du contrat ou plutôt de son inexécution. Lors de la phase pré-contractuelle, la négociation, le droit cherche avant tout à prévenir la vulnérabilité pour la corriger afin de favoriser au maximum la conclusion libre et éclairée du contrat. Donc le droit est tout entier orienté vers la conclusion de ce contrat, en tentant de corriger les vulnérabilités, les faiblesses. Et c'est bien parce que le droit va aider la conclusion d'un contrat librement et de façon éclairée qu'il n'a pas la même mansuétude à l'égard du co-contractant en situation de faiblesse au moment de l'exécution. Car le contrat a été librement voulu, consenti, et il s'impose aux parties. Peu importe qu'il fût ab initio déséquilibré, qui dit contractuel dit juste, la formule est assez connue. Peu importe qu'il devienne déséquilibré en cours d'exécution, la force obligatoire du contrat conduit en principe à son exécution jusqu'au bout. Il appartenait aux parties de négocier en amont les risques de déséquilibre intervenant en cours d'exécution. Alors, tels étaient les principes sur lesquels nous avons vécu pendant plusieurs siècles. Ces principes ont évolué au gré de la jurisprudence et récemment de la loi, à tel point qu'on a pris conscience progressivement que le contrat, même librement conclu, pouvait devenir un piège et constituer pour l'une des parties une véritable source de vulnérabilité. Voilà pourquoi, au stade de l'exécution ou de l'inexécution, le droit va tenter de protéger le contractant vulnérable contre le contrat. Donc dans la phase précontractuelle, vous le voyez, la protection de la personne vulnérable est orientée en faveur du contrat. Dans la phase précontractuelle, la protection de la personne vulnérable est plutôt orientée contre le contrat qui constitue un piège et la source de sa vulnérabilité. Alors je distingue rapidement la vulnérabilité précontractuelle et la vulnérabilité contractuelle. S'agissant de la vulnérabilité précontractuelle, le droit protège la personne contre elle-même,
d'abord, contre sa propre fragilité, mais également contre les autres, et en particulier son co-contractant. La vulnérabilité est donc endogène ou exogène, selon les cas. La vulnérabilité endogène du contractant tient à son ignorance, son impatience, son indigence. Contre l'ignorance du contractant, le droit développe tout un arsenal d'obligations, d'informations, de conseils ou encore de mise en garde, au terme desquels le contractant fort, qui connaît une information déterminante du consentement de l'autre, doit, si celle-ci l'ignore, l'en informer préalablement à la conclusion du contrat. Cette obligation générale d'information se décline ensuite en une myriade d'obligations spéciales d'information. Mais attention, il y a au moins 2 pièges. Je dis au moins parce qu'on peut en dénombrer bien plus. Certaines informations sont exclues du devoir d'information. Je pense en particulier au vendeur, même profane, qui vend un bien. Il n'a aucun droit à être informé par l'acquéreur, même professionnel, de la valeur de ce bien. À lui de se renseigner. Voilà. Il n'a pas droit à être informé de la valeur du bien qu'il vend. Et puis, autre piège, l'information à fournir est parfois tellement dense, tellement touffue qu'au fond, elle ne sert à rien. Trop d'informations tue l'information. Et parfois, elle ne sert absolument à rien parce que personne ne va lire. Avez-vous déjà lu votre contrat d'assurance ? Si, peut-être, le jour où vous êtes confronté à un sinistre. Vous dites, ah ben non, c'est dommage, il y a une clause d'exclusion que je n'avais pas lue, évidemment. Mais vous la découvrez à ce moment-là. Et puis, à côté de ça, il y a des informations totalement stupides, totalement inutiles. Je songe à celles qui pèsent sur les établissements de crédit, qu'ils doivent mentionner partout dans les documents, y compris sur la publicité, un crédit vous engage et doit être remboursé. Est-ce que le consommateur vulnérable se sent plus fort grâce à ça et n'est plus vulnérable? Bien sûr que non, c'est idiot. C'est complètement idiot. Et au lieu de réduire et de filtrer les informations pertinentes, non, le législateur en rajoute chaque année davantage. Et comme il a quand même un peu conscience que la personne vulnérable ne va pas pouvoir tout lire et tout digérer en un trait de temps, alors il va lui accorder des délais pour réfléchir, pour lire et pour véritablement penser l'engagement, ce qui va conduire à lutter contre son impatience. Après l'ignorance, l'impatience. Contre l'impatience du contractant vulnérable, la loi consacre des délais de réflexion, des délais de rétractation. Alors selon les cas, je ne vais évidemment pas développer, mais ces délais interdisent la conclusion d'un contrat avant leur expiration, et dans d'autres cas, ces délais permettent au contraire, après la conclusion du contrat, au contractant impatient, qui a été impatient, de revenir sur son engagement. Alors, ces délais de réflexion, de rétractation, il y en a beaucoup. Mais attention à ne pas croire qu'il existe un droit général à se rétracter. Lorsque vous rapportez un vêtement dans le magasin où vous l'avez acheté, le commerçant n'est nullement tenu de vous le reprendre. S'il le fait, il accomplit un geste commercial. Mais il n'existe pas de faculté de rétractation en général. Voilà. Ignorance, impatience, enfin indigence. Indigence. Contre l'indigence du contractant, nous le savons tous, les pouvoirs publics tentent de mettre en place des aides dont nous savons que l'effet d'annonce est généralement inversement proportionnel à leur réelle efficacité. Je prendrai un exemple parmi des dizaines. Un exemple en matière de bail d'habitation. Lorsque Cécile Duflot, alors ministre du Logement en 2014, avait porté la fameuse loi Allure dont vous avez certainement tous entendu parler, eh bien l'une des mesures phares de cette loi était la GUL, la garantie universelle des loyers, garantie gratuite qui couvrait tous les bailleurs contre le risque d'impayé. Coût estimé des assureurs, 1 milliard d'euros. Engagement du président de l'époque, pas d'augmentation d'impôts. Qui pouvait sérieusement y croire, à part Cécile Duflot? Personne. La loi a été votée, la mesure n'a jamais été adoptée, n'est jamais entrée en vigueur. À la place, on lui a substitué le dispositif Visale, dont vous avez peut-être entendu parler, qui n'est plus universel, alors qui certes est gratuite, mais pas pour tout le monde. Alors voilà, on va protéger ici, alors qui, les salariés de moins de 31 ans, les chômeurs de moins de 31 ans, les étudiants également de moins de 31 ans, et pour les personnes de plus de 30 ans, il faut être salarié en situation de précarité. En revanche, les chômeurs de plus de 30 ans n'y ont pas droit. Parce qu'eux n'ont pas besoin de se loger, certainement. Ils vont sous les ponts. Voilà pour la vulnérabilité endogène.
La vulnérabilité exogène, très rapidement. La vulnérabilité exogène va trouver sa cause au stade de la négociation du contrat dans le comportement d'un tiers et généralement le co-contractant. Le droit va alors sanctionner cette personne auteur de tromperie, d'abus ou de discrimination. Très rapidement, je liste ces trois séries d'illustrations. La tromperie est sanctionnée au titre de ce qu'on appelle le dol, les manœuvres frauduleuses, les mensonges, les silences intentionnellement gardés en vue de tromper l'autre. Le contrat est nul en cas de dol. Le droit de la consommation va punir la publicité trompeuse. Le droit des marques annule les marques trompeuses, les marques déceptives qui vont induire le consommateur en erreur. Voilà pour les tromperies, sans souci d'exhaustivité. L'abus est également sanctionné. L'abus, alors les prix abusifs, oui, mais surtout, et ça c'est nouveau, l'abus de dépendance qui a fait son entrée dans le Code civil en 2016, abus de dépendance non seulement économique, mais également social, psychologique, affective, abus de dépendance dont se rend coupable l'une des parties qui retire de cet état de dépendance un engagement excessif, un avantage manifestement excessif, et qui conduit à la responsabilité civile et à l'annulation du contrat. Voilà comment on protège les personnes vulnérables. Enfin, les discriminations, Cathy Pomar les a rapidement évoquées tout à l'heure, elles sont plurielles, discrimination à l'embauche, discrimination au logement, donc discrimination dans la conclusion d'un contrat, qui sont pénalement sanctionnées, mais avec des résultats en pratique, je pense, assez variables. Peut-être qu'on en parlera à propos de l'accès au logement. Une fois le contrat conclu, encore faut-il qu'une autre vulnérabilité n'empêche pas sa convenable exécution. C'est la vulnérabilité contractuelle dont je voudrais vous dire quelques mots, encore une fois, très rapidement. Cette vulnérabilité contractuelle repose sur l'idée qu'un contractant, une fois le contrat conclu, peut se retrouver asphyxié par un contrat qu'il est incapable d'exécuter, pris au piège de sa force obligatoire et laissé à la merci de l'autre partie. De manière générale, le droit des contrats, et ça c'est une révolution assez récente qui date de 2016, le droit des contrats, dans les contrats n'ayant pas fait l'objet d'une réelle négociation, dans ce qu'on appelle les contrats d'adhésion, où une partie signe le contrat d'assurance, le contrat conclu avec un banquier, on ne négocie pas avec son assureur ni avec son banquier. Donc lorsqu'on se borne à signer, la loi désormais permet d'annuler toute clause du contrat de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. C'est la police des clauses abusives. Et effectivement, cette police des clauses abusives tient compte de la vulnérabilité de tous les contractants qui ne négocient pas leur contrat, et ils sont nombreux, au-delà même du cercle des consommateurs. Alors, au-delà de cette lutte contre les clauses abusives, de manière plus spécifique, je pense que les abus de vulnérabilité peuvent se manifester dans 3 séries d'hypothèses, en cas d'inexécution, en cas d'imprévision et en cas d'extinction. Je passe vite dessus. L'inexécution du contrat, tout d'abord, procède souvent de la vulnérabilité du débiteur, incapable d'honorer ses engagements. Et c'est la raison pour laquelle le juge peut lui accorder des délais de grâce. C'est la raison pour laquelle, si une clause résolutoire est prévue, elle ne peut être activée qu'au terme d'une mise en demeure. On va laisser au débiteur une dernière chance de s'exécuter. Voilà. Ça ne suffira peut-être pas, mais enfin, c'est déjà ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une autre personne vulnérable, victime de l'inexécution, c'est le créancier. C'est le créancier victime de l'inexécution du contrat par le débiteur. Le créancier peut se retrouver en situation d'extrême vulnérabilité face à l'inexécution du contrat par son co-contractant. C'est pourquoi sera par exemple annulé en droit des contrats les clauses qui écartent toute sanction en cas d'inexécution d'une obligation essentielle. Voilà, du contrat. Une obligation sans sanction n'est pas une obligation. S'il n'y avait pas les radars sur la route du littoral, je pense que, à l'endroit du radar, beaucoup de voitures dépasseraient les 90 km/h. Donc une obligation qui n'est pas sanctionnée n'est pas obligatoire, au fond. Le contractant vulnérable n'est pas toujours celui que l'on croit. Je vous donne un exemple. En matière de bail d'habitation, mettez-vous à la place du bailleur
confronté aux impayés d'un locataire qui peut-être de toute bonne foi et en vulnérabilité ne peut pas payer. La loi va imposer au bailleur de patienter, on va lui accorder des délais de paiement. En revanche, lui, s'il a un crédit à rembourser, son banquier ne patientera pas. Et s'il attendait les revenus des loyers pour rembourser son crédit, eh bien, le banquier ne patientera pas. C'est bien le créancier qui est ici sacrifié sur l'autel d'une protection peut-être excessive du locataire défaillant. Les deux se retrouvent finalement en situation de vulnérabilité, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure en matière pénale. Les exemples pourraient être multipliés, mais il est clair que, à mon sens, le vulnérable n'est pas forcément celui que l'on croit. De plus en plus, la personne vulnérable est le propriétaire. On a des exemples en loi, en jurisprudence, qui sanctionnent le propriétaire uniquement parce qu'il est propriétaire et qu'il vaut mieux sanctionner le propriétaire au profit de celui qui habite, de celui qui loge, y compris de celui qui squatte en toute illégalité. Il va être protégé face au propriétaire. Dans certaines circonstances, je pourrais développer bien sûr. L'inexécution, première source de vulnérabilité. L'imprévision, deuxième source de vulnérabilité, c'est une grande innovation de la réforme de 2016 du droit des contrats que de permettre la révision d'un contrat qui, en cours d'exécution, devient déséquilibré. Pour les spécialistes de droit des contrats, c'est une véritable révolution. Nous vivions sur un vieil arrêt du XIXe siècle de la Cour de cassation qui nous disait que, quelque équitable que puisse paraître la solution, l'intervention du juge, celui-ci ne doit pas s'immiscer dans le contrat, même s'il devient déséquilibré et même s'il mène à la ruine l'une des parties. Voilà. La force obligatoire devait s'imposer à tout prix. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. On tient compte donc du contractant devenu en cours d'exécution dans une situation de vulnérabilité, ici essentiellement économique. Et enfin, l'extinction du contrat. L'extinction du contrat peut être source aussi de vulnérabilité pour le contractant qui perd le contrat grâce auquel il gagnait de l'argent, le contrat de travail, grâce auquel sa famille et lui-même avaient un toit, le contrat de bail d'habitation. Et c'est la raison pour laquelle la loi va protéger ces personnes vulnérables en fin de contrat, le salarié par toute une série de mesures, le bail d'habitation en permettant au bailleur de s'opposer au renouvellement du contrat, mais à condition de respecter un préavis de 6 mois qui permet au locataire de trouver une solution de rechange. Et si le locataire est dans une situation de particulière vulnérabilité, il a plus de 65 ans et il est pauvre, en gros, eh bien, le bailleur ne pourra résilier le contrat ou s'opposer à son renouvellement que s'il lui offre un relogement à proximité et correspondant à ses besoins. Et à l'inverse, étonnamment, il est des contractants qui pourtant peuvent apparaître en situation de vulnérabilité que le législateur et les juges refusent, s'obstinent à rattacher à la catégorie des personnes vulnérables, au prétexte qu'ils sont commerçants indépendants, aguerris au monde des affaires. Je pense aux franchisés, je pense aux concessionnaires qui perdent leurs cartes. La loi, la jurisprudence leur dit, vous n'avez droit à aucune indemnisation, vous n'avez droit à aucun renouvellement, vous n'avez droit à aucune explication de la part du co-contractant. Vous êtes un professionnel, vous êtes aguerri au monde des affaires, vous n'avez pas le droit d'être vulnérable, comme les employeurs, comme les chefs d'entreprise, comme les propriétaires, dont Céline Kuhn nous parlera, comme les médecins, les avocats et les doyens. Je vous remercie. Ayant trop longtemps parlé, comme d'habitude, mais comme personne n'était là pour me couper la parole, j'en ai profité, j'en ai abusé. Oui, c'est facile, je sais. Je vais céder tout de suite la parole à mon voisin de droite, M. Julien Vernet, qui est docteur en sciences de l'éducation et conseiller technique au Centre d'études et d'action d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, qui va nous dessiner la fresque, si j'ai bien compris, des majeurs incapables. Je vous cède la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Ça ne va pas être évident de parler après vous. Hein. Vous avez vraiment fait une intervention qui me met presque mal à l'aise, mais je vais quand même essayer d'être à la hauteur de cette intervention. Donc effectivement, j'ai choisi pour cette table ronde de faire une simple présentation, description de la population des majeurs protégés en France et à La Réunion.
puisqu'à travers cette population spécifique, on va pouvoir illustrer les différentes vulnérabilités existantes. Donc, bon, juste pour rappel, hein, les personnes qui sont mises sous protection juridique, ce sont des personnes qui sont reconnues en impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de leur faculté mentale ou corporelle de nature à empêcher l'expression de leur volonté. Donc on parle d'une population d'environ 800 000 personnes sur le plan national et d'environ 7 700, voire 8 000 personnes à la Réunion aujourd'hui. Alors, bon, il y a pas mal de statistiques que je vais vous présenter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, donc, le ministère, donc, la Direction générale de la cohésion sociale a souhaité mieux connaître cette population, parce que bizarrement, il y avait finalement dans les remontées des directions jeunesse, sport, cohésion sociale et les tribunaux, il y avait finalement très peu d'indications sur le profil de ces personnes. Donc une étude a été demandée à l'Association nationale des créailles et plusieurs créailles, dont celui de la Réunion, ont été mobilisés sur cette étude. Et donc je vais pouvoir vous présenter les résultats de cette étude et les profils donc, qui se dégagent en termes de vulnérabilité parmi cette population. Donc vous les avez, hein, bon, donc effectivement on a des personnes qui ont pour la moitié moins de 60 ans, des femmes, aussi bien des hommes que des femmes globalement, hein, il n'y a pas de particularité sur cette question-là, un taux de 10,5 personnes pour 1000 habitants de 18 ans. Le taux est à peu près le même à La Réunion, même si en termes de projection, on peut penser que ça risque de changer à l'avenir. Des personnes donc, qui sont plutôt à domicile, avec une caractéristique pour La Réunion, c'est qu'on a beaucoup plus de personnes qui restent à domicile parmi cette population-là. Hein. On a 40% de personnes qui sont dans des établissements, généralement des établissements médico-sociaux en métropole, et 23% seulement à La Réunion. Même si c'est vrai qu'on a des taux d'équipement un peu moins forts en établissements médico-sociaux, mais on peut penser que les solidarités familiales jouent encore, en tout cas davantage qu'en métropole à La Réunion. Les majeurs protégés donc, sont souvent seuls, en tout cas parmi ceux qui sont à domicile. Ils sont pauvres pour la moitié d'entre eux. On a le même taux d'ailleurs à La Réunion, ce qui est un peu étonnant puisque la population générale de La Réunion a un taux de pauvreté plus important que sur la métropole. Ils sont rarement en activité professionnelle, hein, vous voyez 15% seulement des personnes, sachant que parmi ces 15%, enfin, il y en a 10% qui sont considérés comme étant en travail alors qu'ils sont en milieu protégé puisqu'ils travaillent dans des ESAT, donc des établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Ils sont en majorité donc, reconnus en situation de handicap et perçoivent une prestation liée au handicap. On a donc une part importante des personnes âgées, et notamment des plus de 75 ans, qui touchent l'allocation personnalisée d'autonomie. Et enfin, les 2 tiers de la population, parmi les 2 tiers de la population qui est à domicile, ce sont des personnes qui ont des problématiques d'ordre psychologique ou psychiatrique, ou en tout cas qui ont un suivi régulier de cet ordre-là. Voilà, alors bon, ça c'est une photo assez descriptive de cette population. Dans l'étude que nous avons menée, on a souhaité pouvoir essayer d'avoir des profils en fait, parce que là on parle de pourcentage, donc on a une photographie globale, mais elle ne rend pas compte en fait des groupes d'individus et de leur vulnérabilité. Donc dans l'étude, on a dressé 4 facteurs de vulnérabilité. On a pris en compte le handicap, les troubles psychiques ou psychiatriques, la dépendance liée à l'âge et la vulnérabilité sociale qui concerne d'ailleurs cette table ronde. Donc on a pu avoir des pourcentages que je ne vais pas vous présenter sur ces facteurs de vulnérabilité, puisqu'en fait on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait aussi les croiser. Donc évidemment une personne peut être handicapée et avoir des troubles psychiques, être âgée et avoir des facteurs de vulnérabilité sociale. Donc il a fallu statistiquement recroiser l'ensemble des facteurs et ça nous a permis donc de dresser des profils types de majeurs protégés. Alors on ne peut pas reproduire, La Réunion a contribué à cette étude-là, c'est-à-dire qu'on a rempli les questionnaires, etc.
Mais l'étude n'est valable sur le plan statistique que sur le plan national. Si le refaire avec uniquement les questionnaires qu'on a eu à La Réunion n'a pas de sens statistiquement. Donc c'est des profils sur le plan national qui vous sont présentés là. Alors on a 5% assez étonnant avec aucun facteur de vulnérabilité. Donc dans l'étude, on pense qu'il y a un biais méthodologique. On pense que les personnes qui ont renseigné les questionnaires, qui étaient les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui ont renseigné les questionnaires, manquaient sans doute d'informations précises sur les personnes. Et puis on peut penser aussi qu'il y a quelques mesures qui peut-être n'ont pas lieu d'être, ce qui peut arriver. Donc vous voyez que c'est le handicap psychique donc, qui est vraiment le profil le plus important de cette population. Alors le handicap en général, hein, mais en particulier le handicap psychique, avec un tiers en fait de la population. Les personnes dépendantes liées à l'avancée en âge, qui est la deuxième partie de population la plus importante. Les personnes en situation de handicap, mais sans problématique d'avancée en âge. Les personnes connaissant ou ayant connu un suivi psychique, on retrouve cette problématique-là. Alors, ce n'est pas du handicap psychique, donc c'est des personnes qui ont eu ou qui ont des suivis psychologiques ou psychiatriques, mais qui n'ont pas eu de reconnaissance en termes de handicap, donc qui n'ont pas entamé une démarche auprès de la MDPH, etc. Et puis, comme vous pouvez le voir, donc, les autres situations de handicap et surtout la vulnérabilité sociale qui finalement est dans cette population pas le profil le plus important. Et de loin. Dans l'enquête, on a aussi questionné les mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour essayer d'avoir une approche un peu qualitative de comment ils percevaient l'évolution des situations des personnes qui sont mises sous protection. Donc vous avez sur le diapo, ils constatent une précarité croissante, des problématiques d'habitat, notamment d'habitat indigne, la montée en puissance du handicap psychique et des problématiques de rupture de soins, les personnes âgées qui sont de plus en plus dépendantes liées à l'avancée en âge et qui restent de plus en plus longtemps à domicile, et des jeunes adultes issus du champ de la protection de l'enfance et du champ du handicap enfant. Donc en fait, une montée en puissance des jeunes, d'une population jeune mise sous protection juridique suite à un parcours dans la protection de l'enfance ou dans le handicap type IME, déficience intellectuelle, etc. Et globalement, un isolement social. Ces tendances-là nous permettent en fait d'anticiper les évolutions aussi quantitatives en fait, de cette population, puisque c'est une préoccupation des pouvoirs publics de pouvoir programmer et organiser l'offre d'accompagnement par les services de tutelle. Donc sur les tendances quantitatives d'évolution, elles sont, vous les voyez, hein, elles sont, j'allais dire dramatiques, en tout cas elles sont quasiment exponentielles. Hein. Alors c'est vrai que sur ces questions-là, les CREAI et les ministères se posent plein de questions sur comment extrapoler l'évolution d'une population. Quand on applique le taux de 10,5 personnes pour 10 000 habitants, sur le plan national, on arrive à peu près 20% de personnes en plus en 2040. Mais quand on prend les taux d'évolution des 5 dernières années, on est plutôt sur un doublement de cette population. Donc ça s'accélère et on pense quand même que globalement, on va plutôt vers un doublement de cette population en 2040. Et on a la même chose à La Réunion. On a fait le schéma régional des mandataires judiciaires fin 2016, et on a tablé sur une augmentation de l'ordre de 230 mesures par an, ce qui finalement, si on le projette jusqu'en 2040, nous amène aussi à un doublement du nombre de personnes mises sous protection à La Réunion. Voilà. Après, en termes de projection, l'étude nationale nous permettrait d'affiner en fait la projection à La Réunion, puisqu'on a quand même des profils, et donc on peut aller chercher des statistiques sur les personnes en situation de handicap psychique, sur la montée en âge, etc., pour essayer de projeter de manière plus fine le devenir de cette population à La Réunion, puisque je pense que vous avez déjà parlé dans le colloque, malheureusement l'ensemble des indicateurs qu'ils soient sociaux, de santé à La Réunion ne vont pas dans le bon sens. Je pense en particulier pour cette population à l'augmentation du nombre d'allocataires de l'allocation adulte handicapé. Je pense à l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap psychique. Hein. Si on prend les dernières données MDPH,
On voit que c'est une population qui est en forte progression. Alors certes, il y a le fait que les personnes sont au courant de la procédure de reconnaissance du handicap, mais on peut penser que les troubles psychiques à La Réunion augmentent de façon importante. La montée en puissance, vous connaissez tous la pyramide des âges à La Réunion, l'augmentation très importante du nombre de personnes âgées à La Réunion fait aussi que un certain nombre de maladies chroniques s'accompagnent de cette montée en âge. Et donc on pense que les majeurs protégés seront de plus en plus nombreux de ce point de vue-là. Et encore une fois, même pour les personnes âgées, hein, si on prend les données de l'ARS sur cette question-là, on constate avec la montée en âge, donc une augmentation des troubles du développement, envahissant du développement, pardon, et des troubles psychiques. Donc tout ça pour vous dire que cette population donc, a divers facteurs de vulnérabilité qui risquent de perdurer et qui font que cette population sera une population de plus en plus importante, ce qui n'est pas sans poser de problème, comme je disais tout à l'heure, sur les capacités de la société à accompagner ces personnes qui, bien évidemment, en ont particulièrement besoin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vernet, de cette photographie que vous nous avez présentée des majeurs protégés, des majeurs vulnérables. Vous nous avez livré beaucoup d'informations, j'en retiendrai juste quelques-unes, à la fois des confirmations et puis des scoops, enfin en tout cas pour moi un scoop plutôt inquiétant. Les confirmations, c'est qu'effectivement, le handicap psychique et l'âge avancé constituent des causes de vulnérabilité. Et ce sont les vulnérables traditionnels. Ça, ce n'est pas nouveau, mais les chiffres montrent qu'il y en a toujours. L'isolement et la pauvreté sont aussi des facteurs aggravants. Autre confirmation, innovation peut-être entre les deux, c'est l'égalité homme-femme. On se plaint souvent qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme. Bah, là, dans la photographie que vous avez brossée, si, il y a une égalité homme-femme ici, effectivement. Et puis l'inquiétude vient de la montée en puissance et de l'augmentation du nombre. Je suis effectivement stupéfait de l'idée qu'un doublement du nombre des majeurs protégés puisse intervenir d'ici 2040. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir cette question à l'occasion des questions, justement, et des réponses. Je cède tout de suite la parole à Madame Sabine Rivière, qui est chargée d'études à l'Agora et qui va nous présenter là aussi une photographie, celui de l'état de l'habitat indigne à La Réunion, mais non sans avoir au préalable présenté l'Agora pour ceux qui ne connaîtraient pas cet organisme. Je vous cède la parole. Merci, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez l'agence d'urbanisme, donc très rapidement mon intervention, je vais vous dire 2 phrases sur l'activité de l'agence. Ensuite, peut-être vous parler de la genèse de l'observatoire, ce qu'il observe, quelques résultats principaux, et le tableau ne sera pas plus favorable à ce qui vient d'être dit. Et puis recentrer la fin de ma présentation sur les questions de vulnérabilité sociale et économique qui sont le sujet de la table ronde, à partir des enquêtes sociales qui sont faites dans le parc indigne, qui sont faites par d'autres bureaux d'études, mais qui sont des informations qui remontent au niveau de l'observatoire que gère l'Agora. Alors rapidement, l'Agora est donc une agence d'urbanisme qui fait partie de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. On en a à peu près une 50aine en métropole et vous en avez 2 autres en Outre-mer, une agence en Martinique et une agence en Guyane. Donc l'Agora a aujourd'hui 25 ans, elle a fêté ses 25 ans l'année dernière. Elle a un statut d'association et elle va travailler sur l'ensemble des champs thématiques de l'aménagement du territoire.
Elle s'organise en 3 pôles. Vous avez à l'agence donc un pôle ressources et valorisation, avec notamment un système d'information géographique, le pôle aménagement et environnement, et ensuite le pôle développement et territoire, auquel je suis rattachée. Donc globalement, l'Agora va accompagner les acteurs publics dans la définition de leur politique d'aménagement, mais surtout, l'agence va produire de la connaissance et de l'expertise sur tous ces champs thématiques. Notamment les questions de l'observation. On a 10 observatoires à l'Agora, mais on n'a pas que ça. L'Observatoire Habitat Indigne, qui est l'objet de mon propos d'aujourd'hui. Sinon, vous aurez un de mes collègues qui va vous parler de l'Observatoire des risques naturels sur les questions de vulnérabilité. Sinon, on parlait tout à l'heure du bail à location, mais en tout cas, on a un observatoire sur les transactions foncières immobilières, sur les loyers privés, sur la question des déchets. Voilà, des choses qui nous intéressent moins aujourd'hui, mais juste pour vous présenter rapidement l'agence. Vous m'entendez bien parce que j'ai un retour un peu bizarre. Alors, pourquoi créer un observatoire de l'habitat indigne? Il faut savoir que l'agence, historiquement, a donc une expertise en la matière, puisqu'elle a été mandatée notamment par les services de l'ADEAL, d'abord en 1999, puis en 2008, pour faire un repérage de ce qu'on appelait les zones d'habitat précaire et insalubre, puisqu'on n'avait pas du tout connaissance et surtout on ne quantifiait pas le phénomène. Depuis, ces données ont été transmises notamment aux communes, aux intercommunalités, en vue de programmer des actions de résorption, de voir notamment où il y avait des concentrations, où les financements pouvaient se concentrer. Aujourd'hui, on est dans un contexte de plans communaux de lutte, communaux ou intercommunaux de lutte contre l'habitat indigne, qui se sont généralisés. Et comme les données étaient un peu anciennes, les bureaux d'études mandatés pour faire ces plans ont actualisé et ont produit beaucoup de données. Donc l'idée, c'était de se dire comment faire vivre ces informations, pouvoir suivre dans le temps l'évolution du phénomène, mais aussi de se rapprocher des acteurs qui mettent en place des actions et voir justement les sorties d'insalubrité et pouvoir restituer ça à l'échelle régionale pour que, en gros, chaque acteur ne travaille pas de son côté et qu'on ne sache pas ce qui se passe, pour éviter que l'Agora refasse une couverture globale du territoire dans 10 ans. Tout ça s'inscrit aussi dans un contexte législatif qui a évolué, avec notamment la loi Letchimy du 23 juin 2011 et sa circulaire de 2014 qui justement préconise le développement d'observatoires et d'améliorer la connaissance en la matière, mais aussi apporte de nouveaux outils puisque la problématique dans les départements d'outre-mer est particulière par rapport au territoire national. Alors, je vais aller un peu plus vite. L'habitat indigne. Donc, c'est une notion assez globale qui va au-delà des logements insalubres qui, là, font plus référence au Code de la santé publique. Donc, ce sont des locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation impropres par nature à cet usage, ainsi que des logements dont l'état ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à leur santé. Donc l'objectif de l'observatoire, c'est bien ça, c'est d'apporter de la connaissance et pouvoir être un outil d'aide à la décision pour les partenaires publics et, entre guillemets, apporter des éléments pour l'évaluation de leur politique. Donc l'observatoire, au-delà des bases de données, on va être là aussi pour faire des analyses, des expertises et surtout animer des réunions d'acteurs sur ces thématiques. Alors, la présentation a un peu bougé, mais ce n'est pas grave. En tout cas, vous dressez quelques chiffres sur la situation actuelle. Je vais vous parler uniquement de 3 intercommunalités, l'intercommunalité du TCO, de la CIRES et de la CIVIS, qui ont aujourd'hui des données actualisées. Globalement, quantitativement, la situation s'aggrave puisqu'il y a une progression de 7%. On serait environ sur ces 3 territoires à presque 13 000 logements indignes. On a globalement, quelles que soient ces intercommunalités, environ 6,5% du parc qui est aujourd'hui considéré comme indigne. Une progression qui est notamment plus forte sur les territoires sud. Juste
pour illustrer, sur la carte qui est projetée, tous les dégradés de rose sont en fait les communes sur lesquelles la situation s'est dégradée entre 2008 et 2016, et les communes en bleu sont les communes sur lesquelles la situation s'est améliorée. Donc globalement, vous n'avez que 3 communes sur 17 où la situation s'est améliorée. La commune des Avirons est en bleu parce qu'il y a une stagnation. Et voilà globalement l'état de la situation. Ce qu'il faut comprendre, et je vais peut-être être très rapide, c'est qu'évidemment, entre 2 périodes de recensement, il y a à la fois une amélioration de la situation, puisque soit quand on repasse sur le terrain, le logement est détruit, rénové, mais aussi, et là dans des proportions relativement importantes, entre 31 et 46% de nouveaux logements qui n'existaient pas au moment du recensement de 2008. Quand on regarde l'état du bâti, on va être surtout sur des bâtis en mauvais, très mauvais état. Je précise qu'à l'échelle d'un recensement régional ou intercommunal, on va être d'abord sur un diagnostic extérieur du bâti. On ne rentre pas dans le logement, on ne rencontre pas la famille à ce stade-là. Ça va être plus dans des études préopérationnelles en vue d'une action. Des situations foncières, on pourra y revenir, qui ne facilitent pas l'action puisqu'on est souvent sur de l'indivision, sur des occupants sans titre de propriété. Une insalubrité majoritairement diffuse sur l'ensemble de l'île. Les grosses poches d'insalubrité qu'on a pu connaître au port ou ailleurs sont aujourd'hui résorbées par des opérations de RHI notamment. Et enfin, des questions de vulnérabilité, mais aussi vis-à-vis des risques naturels, puisque en fait, par rapport au parc global de logement, le parc indigne est proportionnellement beaucoup plus exposé aux risques naturels. Vous allez avoir des bâtis qui vont se trouver en bordure de ravines, par exemple. Et si on regarde sur les 3 territoires étudiés, c'est sur le territoire de l'Est où la situation est plus difficile. Donc on retrouve là la problématique des cirques, notamment sur le secteur de Salazie. Alors, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on a vraiment une plus grande vulnérabilité des familles qui occupent le parc indigne. En tout cas, ce qui nous remonte au niveau des enquêtes qui vont être faites que sur une partie, pas de manière... on priorise les actions et donc c'est ces premières familles-là qui seront enquêtées. En tout cas, donc une forte vulnérabilité socio-économique, des ménages très dépendants des prestations sociales, donc des personnes qui sont très rarement en activité, revenus mensuels inférieurs à 750 €. On va avoir des situations de forte fragilité sociale, d'isolement, de suroccupation, des questions qu'on a déjà évoquées, de problèmes de santé, de personnes à mobilité réduite. On va avoir une partie de ce parc indigne qui est occupé par des personnes seules et âgées, et des situations de foncières non réglées, mais je l'ai déjà évoqué. Ce que ces enquêtes sociales montrent aussi, c'est que souvent on a un lien social fort. Les gens n'ont pas forcément envie de quitter leur quartier. Il y a parfois une installation de longue date. Ce sont parfois sur des terrains familiaux. Donc une vie sociale qui est parfois fondée sur la proximité, l'entraide familiale. Donc là va se poser la question du type d'intervention qu'il faudra mener. Donc un enjeu d'accompagnement qui est renforcé et qui est primordial à la situation d'insalubrité, ou dans les solutions apportées, il y aura évidemment la question du règlement de la situation foncière, de la solvabilisation des ménages, mais aussi de prendre en compte ce réseau d'entraide. Enfin, dans le cadre des plans d'action de lutte contre l'habitat indigne, l'État finance à 80% une équipe dédiée opérationnelle qui va être pluridisciplinaire, puisqu'on va avoir des techniciens bâtis qui vont repartir et qui vont là voir les améliorations du logement qu'il est nécessaire de faire. Mais on va avoir aussi des assistantes sociales qui ont pour objectif d'accompagner les familles, d'aborder la situation de manière globale, d'informer sur les dispositifs d'aide existants. Alors souvent, ce qui nous remonte, c'est que souvent ces familles sont déjà
une partie d'entre elles, en tout cas, sont déjà connues des services sociaux. Mais là, va se poser aussi la question d'aborder de manière globale les difficultés qu'elles rencontrent et d'intégrer le projet logement aux difficultés sociales. Donc vraiment, à travers les équipes qu'on appelle PIDI, c'est aussi ce besoin de mise en réseau des acteurs et de coordination des actions qui est très importante. En espérant avoir été claire et pas trop longue. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Rivière, de cette présentation, de cette photographie également, mais qui est, je trouve, en demi-teinte, parce qu'il y a des aspects pessimistes, c'est vrai, avec l'aggravation du logement indigne, mais en même temps, vous nous avez montré, chiffre à l'appui, que certains bâtis étaient sortis de l'indignité. Autrement dit, l'indignité du logement se soigne, et se soigne peut-être plus facilement que la vulnérabilité psychique ou l'âge avancé, parce que malheureusement, ceci est plus difficile à soigner. En tout cas, tout cela coûte de l'argent. Et j'imagine que M. Serge Tardy va nous en parler. M. Serge Tardy, donc responsable du pôle prévention et lutte contre les exclusions à la direction de la jeunesse et des sports. Monsieur Tardy, vous avez un PowerPoint ou pas? Non? Non, très bien. Je vais le faire un peu au fil de l'eau et de façon peut-être un peu décousue, et je vous salue tous. Et donc ce colloque est intéressant parce qu'on croise à la fois des analyses très juridiques et très fouillées, avec des intervenants qui sont très pointus, et puis des présentations un peu plus larges sur différents publics, différentes vulnérabilités, et je pense que les deux approches se complètent bien. Donc moi, dans le nom de mon pôle, déjà, tout est dit, c'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à toutes les vulnérabilités qu'on peut rencontrer dans notre société. Donc c'est un pôle d'une administration de l'État, donc il y a un rôle extrêmement transversal. Et c'est vrai que ça va être un peu fastidieux si je vous décris tous les dispositifs qu'on peut gérer. Donc je vais plutôt essayer dans un premier temps de définir quels sont ces dispositifs rapidement, et surtout un peu les méthodes d'approche de ces dispositifs. Et puis dans un deuxième temps, peut-être prendre deux petits exemples concrets et qui sont plutôt des exemples de politique publique en devenir. Voilà, donc sur ce premier point, sur ces politiques publiques, on s'aperçoit que ce sont des dispositifs très transversaux qui sont suivis dans mon pôle. On peut être parfois pilote, copilote, animateur, fédérateur, participant, partenaire. Voilà, on a différents rôles à jouer, mais en tout cas, on envisage les politiques publiques complètement dans des dispositifs transversaux qui associent beaucoup de partenaires différents. En premier lieu, les collectivités locales, l'État, donc le département, la région, pardon, les mairies, les CCS, ou les établissements publics locaux. Et ça associe également beaucoup le monde associatif. Moi, je pense notamment à Emmaüs, la présidente est présente dans la salle, à la Fondation Abbé Pierre. On va avoir un rendez-vous important avec eux prochainement, le Secours catholique. Plein d'associations qui gravitent, et également plein d'opérateurs aussi qui gravitent dans ces politiques, qui sont souvent opérateurs de l'État ou du département ou de la région éventuellement, qui ont également un rôle extrêmement important à jouer. Je pense par exemple à la LEFPA, à la Fondation Père Favron, à la Fondation Abbé Pierre également, qui est opérateur. Voilà, donc on a une grande complexité, une multitude d'acteurs qui interviennent, et pour des dispositifs qui sont extrêmement différents. Dans mon pôle, par exemple, on gère le dispositif d'accès à l'aide alimentaire, on gère l'urgence sociale, c'est-à-dire l'accueil des personnes dans la journée, les SDF, les personnes très précarisées, ceux qui dorment dans les voitures. On gère aussi tout le dispositif d'hébergement, avec notamment, on a fortement renforcé les modalités d'accès des femmes victimes de violences dans l'hébergement, de façon à ce qu'elles soient complètement prioritaires et qu'aucune femme ne puisse rester à la rue suite à des violences intrafamiliales. Donc il y a une priorité absolue qui est donnée. Mais on gère aussi de l'hébergement en faveur d'hommes seuls. On gère également pour des jeunes. On gère pour des familles, pour des ménages. De temps en temps, on a aussi un homme seul avec des enfants. Voilà, donc on gère tout un tas de modalités différentes d'hébergement
pour des publics différents et avec un nombre quand même important de personnes, puisqu'on a à peu près une vingtaine de mille, à peu près 22-23 000 personnes différentes dans l'année qui s'adressent au dispositif d'hébergement. Et on arrive à ne satisfaire que la moitié des besoins, à peu près 48%, qui est du reste un score entre guillemets très modeste, que je trouve modeste et insuffisant, mais qui est plutôt plus élevé que la moyenne nationale. On gère également un important dispositif d'accès au logement social qui permettent là aussi à nos publics précarisés, à nos publics vulnérables, de pouvoir accéder plus facilement au logement privé parfois, le logement social le plus souvent, en lien avec les intercommunalités. Il y a beaucoup de dispositifs, justement, on citait tout à l'heure la loi Allure, beaucoup de dispositifs se complètent ou ont été étoffés avec la loi Allure et permettent de faciliter l'accès au logement, notamment également avec la dernière loi Égalité et Citoyenneté, une des dernières lois du quinquennat précédent, qui a permis véritablement de mettre 25% des attributions, donc une obligation de résultat de 25% en faveur des publics les plus vulnérables. On a également, et là aussi il y a des débats effectivement, entre la situation de la personne vulnérable et la situation du propriétaire qui également peut devenir une personne vulnérable. Donc c'est toute la politique, la gestion des expulsions locatives, et on en a un certain nombre dans notre département. On a à peu près 5000 signalements de la CAF annuellement d'impayés. Donc là, c'est le premier niveau. On a ensuite le stade de l'assignation devant le tribunal. Et là, on en a à peu près 1300, 1400. Et la politique de prévention des expulsions locatives a pour objet de limiter, entre guillemets, le nombre d'expulsions et d'essayer d'accompagner les personnes qui peuvent être dénommées de bonne foi. Donc justement, l'accompagnement va permettre de voir le degré de bonne foi ou à contrario de mauvaise foi, de façon in fine à respecter le droit constitutionnel qui est le droit de la propriété, et donc dans un certain nombre de cas, hélas, parce que c'est un constat d'échec, ça se traduit par une expulsion pure. Et donc on a accordé environ 150 concours de la force publique, enfin 150 expulsions, parce que le nombre de concours de la force publique c'est plutôt proche des 300. Mais donc l'avant-dernier degré, c'est le fait d'accorder le principe du concours de la force publique. Et puis le dernier degré, c'est le concours effectif de la force publique, qui s'est donc déroulé dans à peu près 150 situations l'année passée. On a également une intervention autour de l'habitat indigne en termes de relogement des personnes qui sont concernées par l'habitat indigne, et on a vu que ce n'était pas une mince affaire. Il y a aussi eu des drames douloureux liés à cette situation. On a, donc M. Vernet le décrivait fort bien tout à l'heure, une action forte en direction des majeurs protégés avec l'animation du dispositif d'accompagnement de ces personnes. On a également une action en termes d'intégration des étrangers pour permettre aux personnes primo-arrivantes depuis moins de 5 ans, selon la dénomination officielle, de pouvoir être accompagnées dans leur intégration sur le territoire national. Ensuite, on a sur une petite incursion, entre guillemets, sur le secteur du handicap, parce que c'est plutôt les RS ou le département qui sont compétents sur la politique liée à l'offre de services. Mais l'État reste compétent, notamment avec un regard particulier sur les modalités d'attribution de l'AAH, avec la mise en œuvre d'un arbre de décision pour mieux accompagner les situations liées à cette allocation et de pouvoir mieux préciser les modes d'attribution de cette allocation. Et donc mon service a un rôle particulier pour veiller à ce que ces critères de décision soient bien pris en compte. Voilà, et on a ensuite plus globalement, donc du coup, qui va recouvrer un peu la totalité de ces dispositifs et d'autres dispositifs suivis par d'autres partenaires, une vision un peu plus transversale en termes d'animation d'un plan pauvreté qui s'est mis en œuvre sur le quinquennat précédent et qui aujourd'hui va se remettre en œuvre différemment selon d'autres modalités avec le quinquennat actuel. Voilà, donc sur cette première partie, première partie de la première partie, peut-être en termes de vision de ces dispositifs, peut-être quelques caractéristiques un peu communes qui sont sur mes dispositifs, mais je pense qu'ils peuvent être transposés à plein de politiques publiques. Ces politiques publiques, on l'a vu, elles sont complexes, elles sont nombreuses, elles sont fouillées, elles donnent parfois l'impression de tuyaux d'orgue.
Et c'est justement parce qu'on veut sortir de ces tuyaux d'orgue qu'on essaie de dépasser le strict aspect d'une politique spécifique pour essayer d'avoir aussi des visions un peu plus globales. En fait, donc, pour sortir de ces tuyaux d'orgue, c'est bien sûr d'aller sur une vision transverse, parce que la catégorisation induite par les dispositifs spécifiques enclenche potentiellement des effets de seuil, enclenche aussi des effets de méconnaissance d'un dispositif par rapport à un autre, et du coup de potentialiser des exclusions de personnes d'un dispositif à l'autre. Et donc l'action publique dans la DGSCS, elle a bien pour objet d'aller vers ces publics, tous ces publics, avec une vision entière. Et la meilleure façon d'avoir une vision entière, c'est bien de repartir du besoin du territoire, du besoin des publics, donc d'essayer d'avoir des analyses statistiques, d'avoir des analyses qualitatives. Par exemple, les analyses qui ont été conduites par le CREAI avec M. Vernet contribuent précisément à l'éclairage de ces politiques publiques qui permettent de bien les visualiser et de bien comprendre les enjeux que peuvent avoir les publics, que peuvent avoir un territoire pour aborder ensuite des solutions. Et donc on a bien cet aspect que c'est pas, alors du coup c'est pas tout à fait une vision juriste ou juridique des choses, mais c'est bien le dispositif est vu, ou la réglementation est vue comme une capacité à faire, des possibilités à mettre en œuvre, et ces possibilités après on les active plus ou moins sur le territoire en fonction des besoins qu'on a pu recenser. Et du coup, les dispositifs, les politiques publiques qu'on peut mettre en œuvre, elles sont en fait des outils qu'on va fournir, qu'on va proposer, qu'on va mettre à disposition des différents intervenants sociaux sur le territoire et qui vont pouvoir s'en saisir au bénéfice des personnes qu'ils accompagnent. Voilà, donc cette notion d'accompagnement est extrêmement importante. C'est bien à partir du besoin de la personne qu'on va démarrer l'action publique, et c'est bien à partir de cette définition de ces besoins et de la façon dont on va les construire avec la personne qui va permettre de déclencher ensuite et d'adapter les différents dispositifs qu'on propose. Et donc, on voit bien que cette tendance dans le droit français est assez lourde. On pense notamment à la loi du 2 janvier 2002 sur les établissements et services médico-sociaux. On voit aussi, mais malgré tout, cette loi, elle reste encore malgré tout orientée sur l'organisation des services et des établissements. Mais on voit aussi que cette loi porte en elle l'usager au cœur des dispositifs et la notion d'accompagnement qui se précise. La loi plus spécifique de février 2005 sur l'intégration des personnes handicapées dans la ville, dans la cité, elle va aussi beaucoup plus loin. Et à mon avis, déjà, et on n'a à mon avis pas encore pris toute l'importance et toute l'ampleur des changements de paradigme, selon la formule à la mode, qui ont été induits par cette loi, qui change vraiment complètement la nature de la vision des choses. Auparavant, grosso modo, dans les lois du 30 juin 75, enfin de la loi sur les établissements et services du 30 juin 75, qui a été prolongée par les différentes lois, dont celle du 2 janvier 2002, on avait une vision quand même autour de l'organisation des services et établissements, alors que la loi sur le handicap, elle renverse complètement la vapeur. Elle place la personne au centre de la cité et à nous, pouvoir public, de pouvoir préciser les modalités d'accompagnement de ces personnes pour les intégrer normalement dans la cité. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, dans les constructions juridiques aujourd'hui. Et de fait, je pense que les différents dispositifs que j'ai cités, progressivement se sont mis dans la peau de cette loi en disant, voilà, il faut arriver à insérer normalement la personne dans la société en tant que citoyen. Ça a été dit à plusieurs reprises dans la matinée et hier matin. Et vraiment, les dispositifs sont là pour s'adapter. Ils doivent donc avoir cette grande plasticité pour pouvoir justement s'adapter aux besoins du territoire et pas l'inverse. Et donc, pour cela, la place des usagers, donc, comme je l'ai rappelé, devient absolument essentielle dans l'organisation de ces politiques publiques. Ce n'est pas seulement cosmétique, ce n'est pas seulement un alibi pour se donner bonne conscience, c'est vraiment la place essentielle pour co-construire
faut d'abord co-construire le projet, il faut d'abord pouvoir bien préciser ce que veut la personne, quels sont ses besoins, ce qui est possible pour la personne, parce que tout n'est pas possible. On ne reste pas gratis tous les jours, ça se saurait, mais il y a bien la construction du projet avec l'accompagnant. Quand je dis l'accompagnant, ça peut être un professionnel du travail social, il y en a beaucoup, ça peut être aussi un militant, un bénévole associatif, qui ont des compétences importantes également et qui apportent beaucoup aux accompagnements des personnes. Et donc cette co-construction va être le point de démarrage. Mais la co-construction aujourd'hui va encore plus loin. Ce n'est pas seulement la co-construction du projet et la mise à disposition d'un certain nombre de moyens, de dispositifs, d'allocations, et donc tout l'environnement possible qu'on peut apporter, mais ça va être aussi la co-construction avec les représentants des usagers des politiques elles-mêmes. On le voit par exemple au niveau de la DGSCS, on a fait des grandes manifestations autour des projets d'un plan, d'un schéma pour la jeunesse, et on a associé énormément de jeunes à ces manifestations où ils ont pu prendre la parole, où ils ont pu apporter leurs solutions, où ils ont pu apporter leur expérience, leurs réflexions, leurs désirs aussi, leurs frustrations également. Et tout ça, ça participe bien de l'accompagnement d'une politique. Et donc on voit que nos politiques publiques du coup, ont beaucoup changé du temps de l'assistanat, du temps qu'il fallait accompagner moralement parce que c'était notre obligation chrétienne, ces pauvres personnes indigentes et débiles ou tous les noms possibles, imaginables, non politiquement corrects qui feraient bondir ou frémir aujourd'hui. On est vraiment passé à une étape de co-construction à la fois des accompagnements et des politiques avec les usagers. Ça permet aussi d'essayer d'éviter les effets de seuil, les évictions. Je pense par exemple au PDLHPD, donc l'animatrice du plan est avec nous aujourd'hui. Dans le PDLHPD, donc le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, on a défini des critères, des points, qui se traduisent donc en points. Ces critères permettant justement de balayer l'ensemble des différents publics, des différentes situations dans lesquelles se trouvent ces publics. Et du coup, à partir d'un certain niveau, donc on a compté 5 points par exemple, on se dit que là, la personne, elle est en grande difficulté et donc on va mettre en place des actions qui seront extrêmement priorisées en sa faveur. Et de ce fait, pour autant, que là on va me dire, du coup c'est typiquement le seuil critique ou le seuil qui est posé. Et typiquement, les 5 points ne sont pas une norme absolue, parce que justement, on va analyser la personne sous toutes ses facettes, sous toutes ses particularités, et on ne va pas s'interdire d'être à 4 points, ou même peut-être à 3 points. Vous voyez, on va bien essayer à un moment donné de se fixer des critères de priorité, mais en même temps d'accepter ceux qui peuvent être aux marges de ce dispositif. Pareil, pour l'accès aux droits, dans le cadre du plan pour voter, nous avions mis en place, ce qui correspondait du reste aux orientations nationales, mais qu'on a décliné localement, on avait mis un repérage avec la CAF, avec la CGSS. Ils avaient des batteries d'indicateurs pour déterminer des publics qui pouvaient potentiellement passer à travers les droits auxquels ils pourraient prétendre. Et bon, on a vu hier, c'est vrai que parfois il y a des familles monoparentales qui ne le sont pas tout à fait, donc il y a un peu des fois des tricheries sur les droits. Mais globalement, on sait aussi que la majeure partie des publics ne sont pas fraudeurs et que c'est plutôt l'inverse, qu'ils n'ont pas accès à tous les droits auxquels ils pourraient prétendre. Et de ce fait, on a fait des rendez-vous des droits qui permettaient, justement pour essayer d'avoir cette éviction des seuils, des rendez-vous des droits qui permettaient, avec un intervenant professionnel, de préciser l'ensemble de la situation administrative, sociale de la personne et de dessiner avec elle un parcours permettant en particulier l'accès aux droits sociaux de la CAF ou de la CGSS. Voilà, donc on voit bien, éviter les effets de seuil, place des usagers, une vision transverse, et tout ça dans la perspective d'une plasticité des dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, de se dire que il faut aller sur la construction des dispositifs entre le national et le local par itération successive. Le national aujourd'hui ne produit plus des normes comme ça qui tombent d'en haut, c'est comme ça, vous devez faire, etc. Au contraire, les dispositifs qu'il propose, alors il propose bien sûr des évolutions de normes, vous en avez cité sur la loi ALUR, propose un certain nombre d'outils clairs, concrets, mais il propose aussi
que de donner des grandes orientations et c'est au local de les adapter. Et quand ils proposent ces orientations, elles ne viennent pas toutes seules parce qu'en fait, en amont, il y a souvent une réflexion qui part du local. Donc le local et le national s'alimentent par itérations successives et les dispositifs évoluent par ces différentes itérations. Et ça permet justement de mieux adapter les dispositifs au local, ce qui fait que le local va pouvoir investir dans tel ou tel type de dispositif et le faire de telle ou telle façon. Et ce ne sera pas la même chose à La Réunion qu'en Charente-Maritime, que dans la Lozère. Donc chaque territoire va bien pouvoir adapter la façon dont il a de travailler sur le plan local. Pour citer un petit exemple, sur la stratégie qu'on appelle le logement d'abord, où on se dit il ne faut pas garder les gens en hébergement, la famille elle a droit à son logement, et c'est son vœu le plus cher et c'est normal, et il faut que la période d'hébergement soit la plus courte possible, et voire même si on peut l'éviter, on l'évite. Donc on essaye d'aller sur le logement d'abord. Et donc on a mis en place cette politique en 2010, 2011, et puis elle a été un peu mise sous l'été noir pendant le précédent quinquennat, mais malgré tout à La Réunion on a continué dans cet état d'esprit. En 2017, cette politique ressort, et du coup on s'en ressaisit, du coup on profite des moyens financiers potentiellement apportés par cette politique aujourd'hui, et du coup ça nous donne nous un nouvel élan pour remettre en route cette politique. Donc vous voyez bien les itérations possibles qu'il y a. Voilà. J'ai encore le temps, encore 2-3 minutes? Non. Non, je ne sais pas comment. Peut-être alors sur le plan pour voter, sur quelques éléments, de vous donner quand même des éléments d'actualité par rapport à différentes études INSEE, notamment donc le bilan annuel de l'INSEE de 2017 qui me paraît intéressant, où on voit bien quand même qu'il y a certaines caractéristiques du territoire qui changent, qui évoluent, des fois dans le sens négatif, des fois dans un sens positif. On voit notamment que le taux d'illettrisme ne baisse pas, au contraire, il augmente pour les jeunes, il diminue pour les plus âgés. On a toujours des sorties précoces du système de scolarité sans diplôme, beaucoup plus qu'en métropole, avec des diplômes qui sont globalement d'un niveau moins élevé. Par contre, on a des éléments plutôt positifs sur la baisse du chômage. On a des niveaux de chômage aujourd'hui qui sont beaucoup plus faibles qu'auparavant. On a en gros 22,4% de taux de chômage dans la population. Et avec quand même un élément historique assez fort à La Réunion, c'est qu'on a aujourd'hui une quasi-égalité entre les hommes et les femmes dans le chômage. Avec, et ce qui n'est pas moindre, avec une évolution du taux d'activité chez les femmes extrêmement fort, puisqu'il est passé en une dizaine d'années de 49% à 56%. Donc on voit bien qu'il y a un rééquilibrage qui se fait, mais qui pose aussi d'autres difficultés et qui, je renvoie sur le débat d'hier sur les violences, qui est porteur potentiellement de difficultés internes à la société réunionnaise, où on voit qu'aujourd'hui l'accès à l'emploi se fait par le diplôme, et essentiellement par le diplôme, et que les emplois déqualifiés sont beaucoup moins nombreux qu'avant, et que malgré tout, même pour avoir ces emplois déqualifiés, là c'est une autre étude INSEE à laquelle je fais référence qui va sortir prochainement, donc on en a déjà les prémices, les premières orientations, on s'aperçoit que dans les quartiers les plus en difficulté, malgré une évolution favorable du taux de diplôme, le taux d'accès à l'emploi reste toujours très faible et n'a pas augmenté. Et donc on voit la déqualification qui se fait dans les quartiers les plus en difficulté, qui reste toujours très difficile. On a dans notre département une focalisation sur les services marchands et sur les services non marchands, avec une prépondérance beaucoup plus forte des services non marchands qu'en métropole, avec un taux extrêmement plus élevé. Et on voit aujourd'hui l'émergence donc de nouvelles difficultés où on a des éléments très positifs sur les femmes qui sont plutôt mieux formées, qui sont extrêmement présentes dans l'enseignement supérieur. Et puis je crois que la salle aujourd'hui en dit plus long qu'un long discours. Il y a une très grosse majorité de femmes dans l'assistance aujourd'hui. Mais inversement, on s'aperçoit que les hommes, les jeunes, sont plutôt déqualifiés et du coup sont en grande précarité et en grande difficulté sur l'insertion. On voit aussi que ces difficultés d'insertion, elles restent toujours extrêmement difficiles et compliquées dans les quartiers les plus exclus. Là aussi où il y a les communautés d'immigrants
d'immigrants entre guillemets ou de populations allophones, en gros les populations aussi indiennes. Et du coup, la ségrégation sociale reste forte, à la fois sur les catégories liées à l'immigration et aussi sur le genre, parce que du coup, c'est plutôt les jeunes garçons qui restent isolés. Je pense à l'exemple de Mathieu de ce matin. On voit que les jeunes hommes, ont plus de difficultés à s'intégrer aujourd'hui, alors que les jeunes femmes, elles s'intègrent beaucoup mieux dans la société. Et on voit aussi dans les populations que j'ai à traiter que les hommes seuls ont des accidents de la vie, ils perdent leur boulot et ils sont exclus de leur famille. Et ensuite, ils sombrent dans l'alcool, la dépression, les addictions, le suicide lent ou suicide court selon les cas, et sont beaucoup moins intégrés qu'auparavant dans la société. Et je voulais finir là-dessus, c'est vraiment la question de la place de l'homme réunionnais aujourd'hui qui est posée dans la société, avec les potentialités de violence qui s'expriment pour les jeunes via la délinquance, pour les plus vieux via la dépression ou la violence intrafamiliale ou l'exclusion du noyau familial. Quand on dit noyau familial, on voit bien que dans la société réunionnaise traditionnelle, le noyau, c'est l'enfant et la femme qui a un rôle social important. Et du coup, la femme qui non seulement assume les enfants, mais qui assume aussi l'attribution des droits quand c'est une famille monoparentale plus ou moins déguisée, où elle travaille elle-même, et que du coup, l'homme n'a plus la vocation de ramener l'argent à la maison, comme il y a 30 ou 40 ans en arrière. Et du coup, sa place est fortement menacée aujourd'hui. Voilà, je voulais terminer ces quelques mots d'interrogation. J'en aurais aussi d'autres à dire, mais je voulais terminer là-dessus. Pas qu'effectivement vous aviez encore beaucoup de choses à dire, mais hélas le temps nous est compté, donc pendant que ma collègue Céline Kuhn prend place près de l'ordinateur, votre intervention s'inscrit tout à fait dans la continuité des deux précédentes, puisque vous nous avez expliqué qu'au fond les politiques publiques se construisent en partie grâce aux études qui nous ont été présentées au préalable, avec un paradoxe quand même que j'ai relevé, c'est que les études s'appuient sur des chiffres, donc des catégories, des statistiques, et vous essayez, vous, dans la construction de ces politiques publiques, au contraire, d'évacuer ces effets de seuil, donc de faire preuve de davantage de souplesse. Donc c'est intéressant de montrer que des chiffres, des catégories peuvent être ultérieurement décloisonnés dans la construction, la co-construction de ces projets individuels, de ces politiques publiques, et qui remontent ensuite à Paris et qui montrent qu'au fond, ce que l'on apprend sur les bancs de l'université, en tout cas à la faculté de droit, selon lequel le droit se co-construit de plus en plus en associant les destinataires de la norme, en les associant à l'édiction de la norme, et que le droit n'est plus seulement légiféré d'en haut, au fond, vous en avez livré l'illustration vivante. Je cède la parole donc à ma collègue Céline Kuhn. Vous aviez parlé, Monsieur Tardy, du droit constitutionnel de propriété. C'est justement de propriété qu'il s'agira, propriété et vulnérabilité. Ma chère Céline, tu as la parole, en te remerciant de ne pas trop déborder sur la pause déjeuner. Tout en haut, voilà, diaporama, oui, c'est ça. Ok, très bien. Alors, je m'installe. Bien. Merci, Monsieur le Président. Alors, Johnny Hallyday était-il vulnérable? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Pas du tout, lorsqu'il a signé ce fameux testament déshéritant David et Laura. Je ne le sais pas. Et je ne pourrai pas vous faire de révélations fracassantes aujourd'hui, j'en suis vraiment désolée. Ce qui est sûr, c'est que vulnérable, il devait l'être, puisque tout monstre sacré du show business qu'il était, il n'en demeurait pas moins un homme, un être humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la place de la vulnérabilité dans notre système juridique et notamment comment le droit patrimonial peut entendre la vulnérabilité. Partons d'un constat. Il n'y a aucune disposition du Code civil qui utilise le terme vulnérabilité, ni même l'expression personne vulnérable, personne très vulnérable.
Alors, ce constat est assez étonnant, tout simplement parce que le terme vulnérabilité est déjà présent dans d'autres codes. Code pénal, code de la consommation par exemple, ce qui veut dire que notre législateur, quand il en a besoin, il sait l'utiliser. Autre raison pour trouver cette absence étonnante, c'est parce que la vulnérabilité fait partie de la condition humaine. Et le droit est un outil au service des personnes juridiques et notamment des personnes physiques. On s'attend donc à ce que la règle de droit intègre ou prenne en compte cette dimension de l'être humain. La question qui se pose donc, c'est de savoir, est-ce que la vulnérabilité est une notion juridique? Est-ce que c'est une notion finalement qu'on trouve en droit patrimonial? Alors pour répondre, il ne faudrait pas s'attacher à l'absence formelle. Il faut finalement développer une approche sur le fond, c'est-à-dire regarder dans quelle mesure le droit patrimonial fait référence implicitement à la notion de vulnérabilité afin d'organiser la protection du patrimoine de la personne humaine. Alors quelles sont les manifestations de la vulnérabilité en droit patrimonial? Très schématiquement, finalement, on s'aperçoit qu'elles sont de deux types. Tout d'abord, on a ce qu'on pourrait appeler des vulnérabilités spéciales, c'est-à-dire des vulnérabilités hors normes, qui sont tellement importantes qu'elles vont pousser le législateur à réagir comme s'il était obligé de prendre une disposition spécifique, ce qui va se traduire par du droit spécial. Et à côté de ces vulnérabilités spéciales, on pourrait finalement aussi s'interroger sur la présence d'une vulnérabilité commune, c'est-à-dire de la vulnérabilité entre guillemets normale, qui pourrait être effectivement une notion fondamentale qui expliquerait la teneur de certaines règles juridiques. Donc c'est en fonction de ces deux types de vulnérabilité que je vais développer mon propos aujourd'hui. Tout d'abord, donc vulnérabilité spéciale, puis vulnérabilité commune. Alors sur les vulnérabilités spéciales, effectivement, ce serait donc de la vulnérabilité hors norme, la très grande vulnérabilité, ce que certains appellent aussi de l'ultra-vulnérabilité, à savoir, ce sont donc des vulnérabilités liées à un contexte particulier. La maladie, l'âge, la détresse psychologique, la pauvreté, la précarité, etc. Bon. Alors, juste avant de développer les réactions du droit face à ces grandes vulnérabilités, ces très grandes vulnérabilités, tout de suite vous donnez un point de départ. Le point de départ, c'est que la propriété, le droit de propriété est imperturbable. C'est-à-dire que le droit de propriété, sa définition et les prérogatives inhérentes à la qualité de propriétaire ne s'adaptent pas. Ce qui signifie que la propriété de la personne capable, c'est exactement la même propriété que la propriété de la personne incapable. Il n'y a absolument aucune variation, pas de modification du contenu du droit. On a jouissance et disposition. Ce qui veut dire que si le droit entend adapter ou en tous les cas protéger le patrimoine de la personne très vulnérable, ce n'est pas sur ce levier d'une modification du droit de propriété qui va intervenir, mais sur d'autres leviers. En effet, il va intervenir à la fois en encadrant l'exercice des prérogatives, et c'est donc tout le pan des incapacités d'exercice. On va encadrer, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui utilisera ses prérogatives, ce sera peut-être quelqu'un en son nom et à sa place qui la représentera. Ou alors, on a le champ des interdictions d'acquérir ou de transmettre la qualité de propriétaire, et c'est ce qu'on appelle les incapacités de jouissance. Alors, je développerai très rapidement donc la thématique des incapacités de jouissance. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une bizarrerie du système juridique. Il n'existe pas, ou il ne devrait pas exister d'incapacité de jouissance, puisque c'est la négation de la personnalité juridique. On interdit la possibilité d'acquérir un droit ou d'en transmettre un. Ce qui veut dire qu'on porte atteinte à la commercialité juridique. C'est pour cette raison que le principe, c'est la capacité de jouissance. Et de façon exceptionnelle, on trouve des incapacités de jouissance
spéciales, ou plutôt des incapacités spéciales de jouissance, pardon, et notamment en matière d'incapacité de recevoir. C'est-à-dire qu'on va interdire à certaines catégories de personnes, notamment, d'acquérir par donation ou par testament des biens. Alors, il y en a plusieurs. Je trouvais intéressant de vous signaler ces interdictions de recevoir en raison de sa profession ou de sa fonction. Et vous allez très vite comprendre quel est le contexte. Donc, c'est l'article 909 du Code civil qui vous présente, donc là je vous ai mis les alinéas 1er et 2, qui vous présente effectivement ces interdictions d'acquérir à titre gratuit pour certaines professions. Donc vous voyez ce qui est visé, profession médicale, de la pharmacie, auxiliaires médicaux, mais également mandataires judiciaires. Vous retrouvez à peu près la même déclinaison, c'est-à-dire cette même idée d'interdiction d'acquérir parce que on a l'impression que le professionnel serait en contact avec quelqu'un de très vulnérable. À l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles, où là, vous le voyez, ce sont finalement des personnes qui vont travailler dans un établissement qui accueille ou qui héberge des résidents. Alors, ce qui est intéressant avec ces incapacités de jouissance, c'est que finalement, on va fonctionner sur de la présomption à chaque fois, de la présomption légale. Les personnes qui ne peuvent pas devenir propriétaires, c'est parce que la loi considère qu'il y a une présomption de captation des biens. Et d'un l'autre côté, les personnes protégées, eh bien, on a finalement l'idée d'une présomption de très grande vulnérabilité qui permettrait d'expliquer effectivement pourquoi elles ne peuvent pas conclure ce type d'opération juridique. Ce qui va finalement donner quoi? Eh bien, la conjonction de ces deux présomptions légales explique le recours du législateur à l'incapacité de jouissance et donc à la nullité de l'opération translative si elle avait été consentie. Les incapacités de jouissance, je le répète, c'est de l'artillerie lourde pour le législateur. C'est pas quelque chose de normal. Alors vous me direz, mais oui, mais c'est une réponse à quelque chose d'anormal. Et c'est peut-être en cela qu'il faudrait se poser des questions. Est-ce que véritablement on est en situation extraordinaire? Est-ce que véritablement on est sur de la très grande vulnérabilité? Est-ce que ça ne serait pas plus pertinent de raisonner en termes de vulnérabilité commune? Puisque tout être humain, à un moment donné de sa vie, peut traverser une situation de vulnérabilité physique, psychologique, sociale, économique. Alors c'est ce qu'on va voir dans une seconde partie sur la vulnérabilité commune. Alors cette fois-ci, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait des manifestations de la prise en compte d'une vulnérabilité commune, finalement du caractère faillible de tout être humain, sans qu'on soit sur quelque chose d'extrêmement flagrant, une vulnérabilité commune qui permettrait de fonder certaines règles juridiques. Alors en droit patrimonial, on pense tout de suite à la théorie de la propriété apparente. Alors la théorie de la propriété apparente, c'est une déclinaison de la théorie de l'apparence qui est une théorie jurisprudentielle fondée sur un adage « error communis facitius », l'erreur commune fait le droit. Alors c'est dans un contexte bien particulier puisqu'on est dans une situation où un acquéreur a acquis un bien en pensant à tort que son vendeur en était propriétaire alors que ce n'était pas le cas du tout. Eh bien la jurisprudence, les juges ont développé finalement l'idée que le fait qu'il ait commis une erreur pourrait finalement lui conférer quand même la qualité de propriétaire. Alors vous allez me dire, mais c'est presque du tour de magie cette histoire-là. Alors la jurisprudence encadre précisément les conditions pour pouvoir bénéficier de la théorie de la propriété apparente. Je le répète, c'est une théorie jurisprudentielle, ce n'est pas dans la loi, ce n'est pas le législateur qui a donc développé cette règle. Alors quelles sont les conditions ? Il faut une erreur commune, c'est-à-dire que toute personne placée dans la même situation aurait fait la même chose, c'est-à-dire aurait commis la même erreur. Il faut une erreur invincible et légitime, cela signifie en fait que toutes les précautions d'usage ont été prises et malgré tout, l'erreur est intervenue. Et enfin, il nous faut une bonne foi de l'acquéreur.
l'acquéreur a commis finalement son erreur. Mais finalement, on pourrait dire qu'il y a l'idée de probité et d'honnêteté de notre acquéreur et que son ignorance de la véritable situation, finalement, elle était sans malice. Alors la vulnérabilité commune, est-ce qu'elle ne pourrait pas être le fondement de la théorie jurisprudentielle de la propriété apparente? Alors, aucun auteur est allé sur le terrain de la vulnérabilité pour expliquer la teneur de cette théorie jurisprudentielle. On avance plutôt l'idée de bonne foi collective, au sens où effectivement toute personne aurait fait la même chose. Alors, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, est-ce que, oui, la vulnérabilité, elle ne pourrait pas expliquer pourquoi les juges vont admettre de reconnaître la qualité de propriétaire à notre acquéreur, qui normalement, techniquement, ne peut pas devenir acquéreur, puisque son vendeur ne peut pas lui transférer une qualité qu'il n'a pas. Alors, je ne résiste pas à décliner finalement l'adage error communis facitius en vulnerabilitas communis facitius. Est-ce que ce n'est pas notre vulnérabilité commune qui fait finalement notre droit et la règle de droit qui sera finalement appliquée par le juge? Alors, si on est en train de se dire que la vulnérabilité commune peut servir de fondement à nos règles juridiques, alors est-ce que le droit ne pourrait pas être imprégné en fait de cette vulnérabilité et est-ce que le droit n'apparaît pas vulnérable? Et ça sera ma conclusion. Effectivement, les règles juridiques qui permettent de retenir finalement l'application d'une vulnérabilité commune pour justifier notamment la qualité de propriétaire de notre acquéreur, eh bien on s'aperçoit qu'elles rendent extrêmement vulnérable le droit de propriété. Le droit de propriété du véritable propriétaire qui n'avait rien demandé à personne, eh bien lui, il est tout bonnement, on va dire, exproprié, au sens où, certes, il va pouvoir se retourner contre celui qui avait l'apparence d'un propriétaire et lui demander une restitution par équivalent, mais il perd sa qualité de propriétaire. Ce qui veut dire que quand on fait jouer peut-être la vulnérabilité commune, est-ce qu'on n'est pas en train de rendre, en tous les cas, de perturber les lignes et finalement on ne peut que constater la supériorité du fait sur le droit. L'on perçoit alors tout à fait les réticences du droit à aller sur le terrain de la vulnérabilité commune en tous les cas, puisque cela semble avoir pour conséquence, alors à défaut du sacrifice du doyen, eh bien, du sacrifice du droit de la propriété. Je vous remercie. Merci ma chère Céline de cette présentation de haut vol qui nous montre finalement un peu le contraire du point de départ, c'est que la propriété des personnes vulnérables n'est pas totalement identique à la définition de l'article 544 du Code civil. Il y a quelques modifications dans le régime de la propriété, et tu en as signalé deux. Tout d'abord, le droit en général protège le droit de propriété des personnes vulnérables en créant des incapacités. Donc on protège la personne vulnérable contre une cession mal appropriée de son droit de propriété. Et puis à l'inverse, en ayant une conception un petit peu large, c'est vrai, de la vulnérabilité commune pourrait être source d'acquisition du droit de propriété au détriment du propriétaire initial qui se trouve finalement être la vraie personne vulnérable dans l'affaire. D'une propriété à une autre, la propriété des sociétés, le droit des sociétés et la vulnérabilité. Je cède la parole à ma collègue et amie Anne-Françoise Zattara. Merci Monsieur le Président et cher Pascal. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de m'y avoir associé et en particulier donc à cette table ronde qui est consacrée donc aux vulnérabilités économiques et sociales. Alors, je ne vais pas revenir bien évidemment sur la définition de la vulnérabilité. Je crois qu'il y a plusieurs exceptions donc, qui ont été proposées. L'idée ici, c'est tout simplement de partir d'une conception de la vulnérabilité qui serait celle de la situation donc, d'une personne qui serait exposée à un risque, et en l'occurrence un risque économique, un risque financier,
et bien évidemment un risque juridique engendré par la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire la liberté de pouvoir donc créer une entreprise et de pouvoir donc exercer une activité économique dans ce cadre, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit artisanale, qu'elle soit agricole ou qu'elle soit tout simplement donc libérale. Alors il s'agit plus exactement de s'intéresser donc à l'articulation qui pourrait exister et qui existe d'ailleurs entre le droit des personnes vulnérables et le droit des sociétés, puisque l'entreprise peut être une société. Bien évidemment, il y a d'autres modèles, mais bon, on pourra en discuter peut-être dans le cadre des échanges. Et il faut bien convenir qu'aujourd'hui, le droit français n'est pas très abouti sur l'articulation qui peut exister donc entre ces deux droits. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le droit des personnes vulnérables a un objectif qui est celui donc de protéger la personne vulnérable et son patrimoine en instaurant, on va dire, des règles de gestion prudente du patrimoine. Alors qu'en matière de droit des sociétés, eh bien, les règles sont tout à fait différentes, puisqu'il convient à ce moment-là, donc, je dirais, d'établir des règles de gestion dynamique du patrimoine pour répondre à plusieurs impératifs, et en particulier donc à des impératifs économiques, dont la rapidité, ou alors à d'autres objectifs comme celui du profit. Cette articulation entre ces deux droits, elle a déjà été reconsidérée en 2007, puisque donc une première réforme est intervenue. C'est la loi du 5 mars 2007 qui a réformé donc la protection des majeurs, avec son décret d'application du 22 décembre 2008. Et puis, plus récemment, on a beaucoup parlé donc des majeurs protégés. Nous avons donc un autre texte qui est intervenu, qui est l'ordonnance du 15 octobre 2015, et qui lui va venir tout simplement dresser le nouvel état qui existe entre le droit des personnes protégées et le droit des sociétés, en ayant, je dirais, pour focus particulier, et bien cette fois le mineur qui va se voir appliquer donc des règles d'administration légale pour tous les actes, que ce soit les actes d'administration ou les actes de disposition que celui-ci pourrait accomplir. Alors, deux observations sur cette ordonnance. La première, c'est qu'elle n'ignore pas le mineur associé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est vrai que c'est une ordonnance qui s'inscrit, je dirais, dans un double cadre. Le premier, dans un cadre, on va dire, plus global, qui est celui de la reconnaissance d'une précapacité au niveau européen, et qui se traduit notamment en droit français par l'avènement de certains modèles sociétaires qui sont ouverts aux mineurs de plus de 16 ans, voilà, enfin de 16 ans et plus même, je dirais, puisqu'il s'agit de 16 ans révolus, comme par exemple l'EIRL, entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont vous avez dû entendre parler, ou alors des modèles plus classiques que vous connaissez comme l'EURL, c'est-à-dire l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou alors la société donc par action simplifiée unipersonnelle. Et puis ensuite, il y a une deuxième raison qui fait que l'ordonnance s'intéresse particulièrement aux mineurs, c'est que, je dirais, d'un point de vue des faits, eh bien, on constate que le mineur, aujourd'hui, est placé au cœur de la technique sociétaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de montages qui vont l'intégrer dans un but d'optimisation donc, du patrimoine privé ou professionnel, ce qui est l'objet de notre sujet. Pourquoi ? Parce que tout simplement, eh bien, on a eu une période donc, de croissance qui s'est située donc, dans les années 50 jusqu'aux années 70, qui a contribué bien évidemment à un développement de l'entrepreneuriat, et qu'aujourd'hui, eh bien, post cette période de croissance, les chefs d'entreprise qui sont âgés de 60 à 70 ans et plus, eh bien, s'intéressent justement à comment transmettre leur patrimoine, et de préférence de façon optimisée pour essayer donc de limiter eh bien, la charge fiscale qui pourrait peser donc sur cette transmission. Deuxième observation sur cette ordonnance, c'est que cette ordonnance, elle ne va pas régler toutes les difficultés qui peuvent exister en droit français et qui sont notamment liées au droit antérieur et en particulier donc au décret du 22 décembre 2008. Parce que ce décret, tout simplement, il va présenter des lacunes quant aux actes qui sont susceptibles d'être accomplis par une personne vulnérable. Et là, que ce soit, j'ai envie de dire, mineur ou majeur protégé en matière sociétaire.
Et surtout, ce décret, il est vecteur d'incertitude puisqu'il propose 4 classifications, voilà, ce qui n'est déjà pas simple, et qui sont en plus poreuses entre elles. Donc, on a aujourd'hui des hésitations, ce qui pose vraiment un problème de sécurité juridique, sur la nature juridique de certains actes qui pourraient être accomplis par les personnes protégées, que ce soit les mineurs ou les majeurs, notamment en matière sociétaire, et en particulier donc le régime qui leur est applicable. Alors, dans l'attente de remédier à cette situation, puisque bien évidemment l'idée, ça serait de pouvoir y réfléchir, eh bien, il faut apprécier la classification donc, des actes qui est proposée par le décret de 2008 à l'aune du dernier instrument donc, qui vient d'être adopté, à savoir l'ordonnance du 15 octobre 2015. Et de cette étude croisée, il y a 3 constats qui s'imposent. Le premier, c'est qu'on a des emprunts de l'ordonnance au décret. Alors ça, il y a des emprunts qui sont plutôt réussis, d'autres qui sont beaucoup plus mitigés. Il y a des ajouts de l'ordonnance à la classification donc, qui a été opérée par le décret, que ce soit du point de vue des actes interdits ou des actes facilités. Et puis enfin, on a des vides juridiques. Voilà, des vides juridiques, alors avec des petits oubliés, des grands oubliés, ça fait beaucoup de choses à vous dire, mais comme je n'ai que 10 minutes, eh bien, je ne donnerai qu'un exemple par idée. Voilà, en tout cas par constat. Alors, les emprunts. Les emprunts, ils portent essentiellement sur les actes d'acquisition de droits sociaux, et notamment lorsque vous souhaitez créer donc, une société, vous pouvez le faire notamment en réalisant des apports. Ces apports, ils peuvent être de différents types. Ils peuvent être en numéraire, c'est-à-dire que vous allez apporter de l'argent. Vous pouvez apporter également en nature, c'est-à-dire par un bien mobilier ou immobilier. Et vous pouvez apporter ensuite en industrie, c'est-à-dire en apportant donc un savoir-faire à la société que vous souhaitez constituer. Et si l'on regarde le régime juridique qui est applicable à ces apports, eh bien, on constate que l'ordonnance répond bien évidemment donc, sur certains points, et puis sur d'autres, elle est totalement lacunaire. Je vous donne un exemple. En matière d'immeubles et de fonds de commerce, l'ordonnance les réglemente parfaitement, c'est-à-dire qu'un mineur qui souhaiterait donc apporter un bien immobilier ou un fonds de commerce, et c'est la même chose d'ailleurs pour un majeur en tutelle, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, tout d'abord, il doit requérir, je dirais, tout simplement l'autorisation donc, de ses parents, si il s'agit d'une famille qui répond, je dirais, à des règles d'administration légale conjointe, ou d'un seul de ses parents, si bien évidemment il s'agissait d'une famille monoparentale. Et par-dessus, bien évidemment, comme c'est un acte grave, eh bien l'ordonnance demandera à ce qu'il y ait une autorisation donc, du juge, en l'occurrence des affaires familiales. Pour les majeurs protégés, les règles sont quasiment les mêmes, sauf que, à part, je dirais, la question donc, de l'intervention au juge, il s'agira ici, bien évidemment, non pas de travailler donc, à partir d'une autorisation donc, des administrateurs légaux, mais en l'occurrence du tuteur, avec l'autorisation non pas du juge des tutelles, mais en l'occurrence, enfin, pas du juge des affaires familiales, pardon, mais pour le coup du juge des tutelles. Et puis, on a d'autres apports pour lesquels l'ordonnance ne répond absolument pas. Par exemple, si vous souhaitez, en tant que mineur, eh bien, faire un apport en numéraire, eh bien, nous n'avons aucune disposition qui permet de réglementer effectivement cet acte juridique. Donc, du coup, il va falloir faire une gymnastique juridique, c'est-à-dire aller regarder dans l'ordonnance quels sont les articles qui sont applicables. Donc, bon, ce sont les articles 382 et 381, mais bon, je passe, qui renvoient à d'autres articles, les articles de la tutelle, lesquels eux-mêmes renvoient au décret de 2008. Donc, inutile de vous dire que ce n'est pas très simple. Et là, on constate effectivement que cet acte est réglementé et qu'il constitue effectivement un acte de disposition. Voilà. Bref, ouf. Alors, deuxième point et deuxième constat, les ajouts. On a trois actes qui intéressent la matière sociétaire. Je vais en évoquer que deux, parce que, bien évidemment, le régime juridique est le même. Le premier, c'est qu'un mineur ne va pas pouvoir aliéner à titre gratuit, notamment ses parts
ou ses actions qu'il aurait dans une société. Autrement dit, il ne va pas pouvoir procéder à une donation de droits sociaux. Ça lui est aujourd'hui strictement donc interdit par l'ordonnance. Deuxième acte qui est interdit également, c'est l'exercice d'une activité commerciale ou d'une activité libérale. Autrement dit, là encore, même si les administrateurs légaux devaient donner leur autorisation, même si le juge des affaires familiales, donc pour les mineurs, ou le juge des tutelles devrait donner pour les majeurs son autorisation, eh bien, il ne sera pas possible, bien évidemment, pour ces personnes vulnérables d'exercer ce type d'activité. Donc ça veut dire qu'ils ne pourront pas notamment constituer une société commerciale de type société en non collectif où vous allez avoir bien évidemment une qualité de commerçant qui est requise en l'occurrence. Alors, c'est très bien. Le seul problème, c'est que le législateur n'a absolument pas précisé quelle serait la sanction qui pourrait être celle liée à l'accomplissement donc de tels actes au mépris de cette interdiction. Là, c'est extrêmement donc étonnant. Du coup, on a là encore une espèce de no man's land sur la question. Donc, la première solution, ça serait de pouvoir raisonner par rapport effectivement aux règles de la tutelle, où là, on a bien évidemment des dispositions qui sont applicables, mais ces dispositions, malheureusement, qui prévoient la nullité de l'acte, elles ne sont finalement applicables qu'à la nullité des actes qui seraient passés par le tuteur lui-même, et non par la personne vulnérable en tant que telle. Bon, donc là encore, il y a des choses à construire. Et puis, troisième constat, parce que le temps court, ce sont les vides. Alors, les vides, ils sont nombreux et ils portent essentiellement sur tous les actes que pourrait accomplir une personne vulnérable dans les sociétés de part sociale. Autrement dit, ça concerne essentiellement les sociétés à responsabilité illimitée, du type, par exemple, société civile, ou alors les sociétés commerciales, donc de type SNC ou société en commandite. Et là, on n'a strictement rien. Rien du tout, que ce soit pour l'acquisition de ces parts sociales, que ce soit pour la cession de ces parts sociales, que ce soit finalement pour l'exercice d'un droit de retrait, puisque c'est le cas dans les sociétés civiles, que ce soit pour la possibilité de nantir ces parts sociales, justement pour pouvoir aussi se procurer du crédit pour, par exemple, développer l'activité, on n'a strictement rien. Donc au total, le bilan, bien évidemment, donc, est, vous l'aurez compris, plutôt mitigé. Et cette articulation donc, du droit des personnes vulnérables et du droit des sociétés est pour l'instant totalement inaboutie. Donc il y a plusieurs pistes. Soit il faudrait bien évidemment revoir le décret de 2008 lui-même, tout simplement, en faisant effectivement la part belle à la matière sociétaire. Ou alors, il faudrait carrément proposer un autre décret qui pourrait justement régir les actes à ce moment-là uniquement des mineurs à côté des actes des majeurs protégés, ça pourrait être une autre piste, ou encore prévoir une réforme, je dirais, de plus grande ampleur, c'est-à-dire finalement de construire un droit civil des sociétés en réfléchissant bien évidemment donc à tout simplement la refonte d'un titre unique des personnes protégées au sein du Code civil. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, chère Anne-Françoise, de cette présentation croisée du droit des incapacités et du droit des sociétés qui montre une fois de plus, et ce n'est pas un scoop, que le droit n'est pas parfait, est incomplet et qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir. J'ouvre maintenant quelques minutes de questions-réponses, débat avec la salle si vous le souhaitez. Pas trop longtemps, mais nous avons un tout petit peu quand même de temps devant nous avant la pause déjeuner. Alors, y a-t-il des questions ? Madame. Alors moi je voudrais poser une question à la personne qui parlait des majeurs protégés. Alors pour des personnes âgées ou des personnes souffrant d'handicaps divers, également des personnes déjà placées sous protection juridique, que faire dans ce cas-là pour signaler une situation de vulnérabilité voire de maltraitance envers une personne adulte ?
je suis pas sûr de pouvoir répondre totalement à votre question. Je suis pas mandataire judiciaire, hein. Donc je suis juste un chargé d'études qui a étudié le profil de ces personnes-là. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Il y a deux types de personnes mises sous protection, enfin deux types de tuteurs, les tuteurs familiaux et puis les professionnels, hein, qui sont donc les mandataires judiciaires à protection des majeurs, qui normalement vont veiller et signaler le type d'événements que vous évoquez, et qui vont, s'ils font leur boulot, en tout cas pour les MJPM, ils vont enclencher les procédures entre guillemets normales et prévues pour signaler toute situation dégradée de la personne, parce que c'est leur boulot, hein. Donc, oui, faire un signalement, ça dépend de la situation. Soit c'est sur le cercle d'habitat, ils vont s'approcher de l'ARS. Si c'est un problème de santé, enfin voilà, en fonction des problématiques qui vont. C'est un métier très varié. Les mandataires judiciaires à protection des majeurs touchent un peu à tout. C'est vrai qu'ils ont une formation de juriste au départ, mais ils touchent au logement, au patrimoine, à la santé, etc. Hein. Donc c'est au cœur de leur métier justement de veiller à ce que toute situation dégradée soit immédiatement traitée. Alors, ils ne traitent pas tout, mais ils vont s'approcher des professionnels ou des institutions qui ont en charge le traitement de la problématique constatée. Oui, effectivement, deux mots, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris toutes les subtilités, mais effectivement, il y aura pour le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le MJPM, une obligation de signaler la situation au juge des tutelles, sur lequel il rend compte régulièrement de l'évolution de la situation de la personne protégée. Et il y a également, dans le cadre de la politique publique liée à la prévention des maltraitances et donc à la promotion de la bientraitance, il y a une obligation de signalement de l'association, donc qui emploie le MJPM, ou du mandataire individuel ou du préposé à la tutelle s'il s'agit d'un établissement sanitaire. Il y aura une obligation de signaler la situation au titre des événements indésirables. Il y a donc une procédure explicitement prévue pour ça. Et donc la DGSCS, qui est destinataire de ce signalement, fait ensuite le lien pour avoir des éléments et fait le lien avec les autres administrations concernées. Y a-t-il d'autres questions? Allez-y. Bonjour, moi j'aurais deux questions, une pour Madame Kuhn et l'autre pour Madame Zatara Agro. La première, c'est lorsque vous disiez que sur la vulnérabilité, un propriétaire est dépossédé de son bien par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas et qui va faire une vente, est-ce que lui pourra quand même récupérer son bien? Donc ça voudrait dire que définitivement, s'il perd le bien, alors que l'acquéreur était de bonne foi. Et l'autre question à Madame Zatara Agro, lorsque un adulte qui n'a pas d'incapacité, qui crée sa société, et le jour où il rencontre une incapacité, comment ça se passe au niveau de la société? Est-ce qu'il perd aussi sa société? Quels sont les recours? Comment ça se passe? Merci. Bien. Alors, déjà, premier point, je tenais à vous rassurer tous et toutes, c'est quand même extrêmement rare l'application de la théorie de la propriété apparente en droit. Donc, soyez rassurés à ce niveau-là. Ce qui est plutôt applicable, c'est la prescription acquisitive, que certains d'entre vous doivent connaître, j'imagine, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir la qualité de propriétaire selon certaines conditions avec l'écoulement du temps. Alors pour revenir à notre propriétaire qui n'a rien demandé et à qui finalement on va opposer la qualité de propriétaire de notre acquéreur de bonne foi dans le cadre de la théorie de la propriété apparente, eh bien ce propriétaire entre guillemets exproprié ne peut pas récupérer son bien. Absolument pas. Ce qu'il va pouvoir intenter, c'est finalement une action
à l'encontre de celui qui a vendu, c'est-à-dire du vendeur qui avait l'apparence du propriétaire, et il ne pourra obtenir que la restitution par équivalent, c'est-à-dire, généralement c'est le prix de vente qui va être récupéré. Mais il ne peut pas obtenir de nouveau son bien. Finalement, son droit de propriété va se reporter sur une somme d'argent, mais il perd définitivement la qualité de propriétaire du bien qu'il avait initialement. Alors, pour répondre à votre question sur le fait de savoir si une personne vulnérable, en cours, si j'ai bien compris votre question, de fonctionnement de société pourrait continuer, bien évidemment, à diriger celle-ci ou en tout cas à la contrôler. Pour la direction, il faut savoir qu'en fait, il n'existe aucune capacité juridique pour pouvoir diriger une société. C'est-à-dire qu'on n'a strictement rien dans les textes. Autrement dit, un incapable peut parfaitement diriger une société. Donc ça, c'est vraiment la première difficulté. Alors, il y a des solutions, bien évidemment, qui sont mises en place parce que ça induit un certain nombre de conséquences sur le fonctionnement de la structure. Soit on peut appliquer effectivement le droit des incapacités et selon l'altération des facultés, alors là, pour le coup, que ce soit physique, psychique ou mentale, il y a la possibilité, en fonction du degré, de choisir une des mesures de protection judiciaire la plus souple jusqu'à la plus contraignante, c'est-à-dire soit sauvegarde de justice, soit curatelle, soit tutelle. Ou alors, en droit des sociétés, on a d'autres mécanismes. C'est la possibilité notamment de désigner un administrateur ad hoc qui pourra donc, pendant une certaine période, gérer la structure jusqu'au moment où, bien évidemment, il faudra procéder notamment au terme du mandat de direction, probablement donc soit à la nomination ou à la réélection donc, du dirigeant. Voilà. Y a-t-il encore une ou deux questions? Non? Non. Ça signifie que la pause déjeuner se fait sentir et qu'il est temps de clore donc cette table ronde. Merci beaucoup.